on a Berthe qui nous dit « il n'y a pas de mouche ». Ouais, écoute, belle observation, Berthe. Et on commence en force avec mon sport favori, et j'ai nommé La Formule 1. Tant que les sports comme le hockey, la NFL ne deviennent pas exclusivement réservés à des plateformes. ça va faire ton affaire. Ouais, ça fait mon affaire. Ok, des sports que dans le fond, tu te soucies pas grave. Saputo n'a pas été radin, il a sorti chez qui? Et... Moi, L'arbitrage de la LNH est ridicule. est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. Je pense que j'étais assis quand je l'ai appris, j'ai manqué de tomber en bas de ma chaise. J'avais- La question, sont-ils vraiment des Je experts? pense que ma réputation va en prendre. Pas très bon. Bonjour à tous. On se retrouve cette semaine sur la galerie de presse et comme d'habitude, on ne change pas une formule gagnante. Donc, comme toujours, je suis accompagnée de mes deux formidables acolytes, Chad Guénette et Arnaud Pelletier. Comment ça va, les gars? Ça va super bien, Mégane, toi? Ça va super bien. J'espère que vous êtes autant excités que moi. On a un menu très bien diversifié pour aujourd'hui. Soccer, Formule 1, basketball, tennis. Les gens à la maison, je pense que si vous nommez un sport, il y a beaucoup de chances qu'on en parle. Et on commence en force avec le hockey féminin. Bon, là, les gars, vous le savez, là, toutes nos précédentes émissions, à toutes les fois qu'on parle de la Ligue professionnelle de hockey féminine, je suis tellement contente qu'on ait un peu de place pour le hockey féminin sur la scène canadienne, américaine. Et vendredi, au Scotiabank Arena, le duel entre l'équipe de Toronto et l'équipe de Montréal a fait des ravages. En plus d'offrir un match à couper le souffle, attention, 19 285 spectateurs étaient présents. Ça fait du monde. J'en ai des frissons. Est-ce que ça vous fait le même effet que moi? Oui, c'est sûr que aussi, quand on parle de la Ligue professionnelle de hockey féminin, c'est une ligue qui a beaucoup d'engouement, qui génère vraiment beaucoup de téléspectateurs et de spectateurs. Puis, c'est pas comme si on avait fait ces essais-là durant le passé. On a vécu plusieurs ligues féminines qui n'ont pas eu cet engouement-là. Donc, vraiment, de voir que des professionnels, des femmes, peuvent avoir une ligue respectable envers eux et puis aussi qui attire énormément de foule. C'est vraiment incroyable. Puis là, on a vu ça à Toronto. La prochaine étape, j'aimerais le voir au Centre Bell. Un Centre Bell rempli, j'adorerais. Ça serait une belle expérience. J'achète des billets. Oui, pour vrai, oui. Puis je trouve ça complètement fascinant. Quand j'avais 6 ans, que je suis entrée au primaire, on m'a demandé de me dessiner qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis dessinée en tant que gardienne de but pour les Canadiens de Montréal. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des petites filles de 6 ans qui, moi, j'avais pas l'opportunité de me dire je vais pouvoir peut-être le faire pour vrai. Bien là, elles regardent ça, puis elles se disent bien, ça se peut. Je trouve que c'est magnifique. Et là, bon, la première saison tire à sa fin. Quelle équipe va être couronnée championne, selon vous? Je vais faire un peu de chauvinisme. Je vais y aller avec l'équipe de Montréal pour une seule et simple raison. Marie-Philippe Poulin. Écoute, ça, c'est comme Patrick Mahomes au football. Oui. Tu peux pas gager contre Marie-Philippe Poulin. C'est la meilleure athlète de hockey de tous les temps féminin. C'est de la trempe des Sidney Crosby, des Jonathan Toews, ceux qui sont là quand ça compte, puis qui... C'est des gagnants. Ils finissent toujours par trouver un moyen de gagner. Complètement, elle est fantastique. Aussi, on peut se fier sur les deux gardiennes montréalaises. Écoute, c'est incroyable. Hélène Chouli et puis Anne-Renée Desbiens, qui sont présentement, qui ont un pourcentage d'arrêt de 920, les deux gardiennes. Donc, c'est vraiment un pourcentage incroyable. Ouais. Puis, avec ces gardiennes-là, on peut se rendre vraiment loin, surtout quand on a une Marie-Philippe Poulin à l'attaque. Complètement. 2 murs, les gardiennes de l'équipe de Montréal pour la LPHF. Mais par exemple, il faut faire attention parce que là, Montréal et Minnesota sont ex-aequo avec 21 points au classement, une victoire du Minnesota et 2 de Montréal lors des 3 duels entre les deux équipes. Donc, on voit que l'équipe du Minnesota peut gagner, mais face à Montréal, c'est plus difficile. Donc, je pense qu'on a un avantage. Montréal, on a une formation forte. Marie-Philippe Poulin, Arnaud, tu l'as dit. Écoutez, elle est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et on reste dans un sport qui me passionne. J'ai nommé... La Formule 1. Effectivement. La 6e saison de Pilote de leur destin sur Netflix est sortie hier. Et ça fait maintenant 6 ans que Netflix scrute là, avec minutie le monde de la Formule 1, l'arrière-scène. Et moi, ben là, je me demande, 6 ans, est-ce qu'on va trop loin? Où est-ce qu'on trace la limite? Écoute, je trouve vraiment que c'est rendu trop loin. 6 saisons, c'est un peu trop. Okay. Je comprends qu'on veut voir les coulisses du monde du sport. Je comprends qu'on veut voir la vie privée de ces gens-là, de ces pilotes. Mais malheureusement, 6 saisons, c'est beaucoup trop.
Il y en a présentement qui sont des pilotes de F1 et qu'ils ont même pas... ils jouent plus une vie d'acteur que de pilote de Formule 1. Ouais. Donc, pour moi, ça va beaucoup trop loin. On devrait terminer cette série-là, puis peut-être garder les 6 saisons, puis c'est tout. Exact. J'ai l'impression qu'au début, on avait une nouvelle, on voulait montrer des choses. Maintenant, on court après la nouvelle, voire même on la crée. Donc, je trouve que ça perd de son intérêt. Là. Je trouve qu'on a dépassé la limite entre le documentaire et le sensationnalisme, complètement. Au début, les 2 premières saisons, c'était vraiment documentaire, et là, maintenant, c'est un show, là, Oui, complètement. c'est ça, c'est un spectacle. Et là, maintenant, bien, on le fait avec plusieurs sports, le golf, le baseball. Je veux dire, nommez-le. Il va y avoir une série qui va sortir là-dessus sur Netflix prochainement. Au basketball, maintenant, chez Gilgeous Alexander connaît une saison impressionnante, Chad. Incroyable, notre Canadien, 25 ans seulement, est en voie de connaître pour la meilleure saison de sa carrière. Présentement, 2e à la moyenne des points par match, 31,1 points par match en moyenne. C'est tout simplement incroyable. Quand on voit qu'il dépasse des gars comme Giannis Antetokounmpo, il dépasse des gars comme Nikola Jokic en ce moment, tu te dis « wow ». Juste un Canadien qui est en train de faire ça, ça rappelle des Steve Nash. Donc, c'est juste beau à voir. Et puis, OKC qui ont une bonne équipe, mais que vraiment, chez Gilgeous Alexander, est en train d'augmenter cette équipe-là à un niveau supérieur parce que sont 2e présentement dans la conférence de l'Ouest. Et puis, c'est vraiment une équipe que je ne voyais pas dominer leur saison, surtout pas dans leur conférence qui est très difficile. Donc, il monte son équipe au sommet. 25 ans, une saison extrêmement impressionnante. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur basketteur canadien de l'histoire? Écoute, c'est très difficile à dire. Il a seulement 25 ans. C'est un excellent joueur, mais pour moi, le meilleur basketteur canadien de tous les temps, c'est Steve Nash. 2 fois joueur par excellence de la NBA, avec même à ça, une intronisation au temple de la renommée du basketball. Ouais. Donc, c'est vraiment une carrière impressionnante pour Steve Nash. Puis c'est lui le meilleur Canadien de toute l'histoire. Mais il faut quand même garder un œil sur Shai Gilgeous-Alexander, qui, lui, a fait monter le Canada sur la scène internationale en tant qu'équipe. Si tout va bien, là, il peut espérer quand même une bonne carrière. Oh, mais oui, c'est oui, un petit peu trop tôt pour se prononcer, comme on dit. Et Arnaud, je me tourne vers toi. Notre spécialiste de tennis, le Master 1000 d'Indian Wells, arrive à grands pas. Oui, exactement. Probablement le tournoi le plus attendu à l'extérieur des Grands Chelems. Et là, ça se déroulera du 6 au 17 mars prochain. Chez les dames, bien, en fait, à travers les deux, que ce soit chez les hommes ou les dames, là, ça va être en action. Et il va y avoir plusieurs Canadiens là, qui vont fouler les terrains. Chez les dames, justement, à surveiller Laila Annie Fernandez, qui a connu un excellent tournoi là, pendant les derniers mois, un bon début de saison, en fait. C'est pas la plus grosse, c'est pas la plus impressionnante, mais elle a du chien. Elle court toutes les balles, puis elle est difficile à battre. Ouais. C'est ce genre de qualité-là, c'est ça que tu as besoin pour bien faire dans les longs tournois. Donc, on est en droit de s'attendre à de grandes choses. Oui. Chez les hommes, difficile d'exclure Félix Auger-Aliassime. C'est pas son meilleur début de saison, mais ça va. Mais on sait que c'est un excellent serveur. Quand la première balle est présente, il est très, très, très difficile à battre. Donc, il y a toujours moyen qu'il fasse une très bonne performance là. Puis j'aimerais aussi qu'on fasse un petit mot sur Denis Shapovalov, qui va beaucoup moins bien dernièrement, mais qui peut toujours sortir un lapin de son chapeau et nous surprendre. Que je le répète, là, ça va débuter le 6 mars. Ça sera surveillé pour nos Canadiens. Oui, on a des Canadiens qui performent très bien là, sur la scène du tennis, donc on a vraiment hâte de voir ça. Et Arnaud, je reste avec toi. Puis là, je suis pas certaine. Il va falloir que tu m'éclaires un peu, mais tu nous parles de soccer de plage. Oui, exactement. On a de l'habitude de plus entendre parler du soccer sur gazon à 11. Là, on parle de soccer de plage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des matchs, mais c'est très technique, très divertissant, très impressionnant. Les joueurs qui font des... C'est assez spécial, là. Tu sais, nu-pied dans le sable, en train de kicker un ballon pour faire des pirouettes. Exactement. Il y a beaucoup de retournées acrobatiques. C'est vraiment très impressionnant. Et là, bien, la finale... justement, le Brésil là, qui va affronter, la demi-finale était en cours pendant notre préparation, mais qui va affronter soit le Bélarus ou l'Italie. Le Brésil qui est vraiment là, le favori pour l'emporter premier au classement de la FIFA. On sait que les joueurs brésiliens, que ce soit sur le soccer sur gazon ou sur le soccer de plage, sont très techniques. Il y a beaucoup de contrôle de ballon, beaucoup d'habileté. Donc vraiment, c'est très divertissant à voir. Et là, justement, moi, je vais aller d'une petite prédiction. Je m'attends à ce que le Brésil l'emporte 4-1, là, cette finale-là.
Ah ben, on a hâte de voir ça. Je pense que tu m'as convaincu. Les gens à la maison, là, vous le savez, je suis pas une fan On va se de trouver une soccer. plage, Megan, puis on va Oui. aller enlever nos chaussures Ben, puis jouer au soccer sur Ça, je place. pense que j'aimerais ça. Fait que je pense que j'ai mes plans pour demain. Je vais écouter le soccer de plage. Ça a l'air intéressant. Des pirouettes, des petites acrobaties. C'est le genre de choses qui va m'intéresser. Je vais regarder ça, Arnaud. Merci, tu m'as convaincu. Et c'est maintenant l'heure de la Minute Chad. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Eh bien, pour la Minute Chad, je vous parle du meilleur programme de sport universitaire au Canada. Et puis, on ne peut pas passer à côté. C'est l'Université Laval avec son programme de football. Je crois que c'est un incontournable. Depuis 1995, c'est 11 Coupes Vanier. Donc, la Coupe Vanier, c'est le championnat au niveau canadien, donc U Sports canadien. Et puis, c'est 17 Coupes Dunsmore. Donc, ça, c'est au niveau RSEQ, donc au Québec. Donc, vraiment, ce programme d'études a quelque chose de spécial. On voit des joueurs exceptionnels sortir de l'Université Laval. J'aimerais donner aussi une mention honorable à l'Université de Montréal parce que sans les Carabins, bien, on a vraiment de la difficulté à avoir cette rivalité, Oui. les Carabins et le Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, aussi l'UQTR avec leur programme de hockey. Également, j'aimerais mentionner Glenn Constantin, l'entraîneur depuis 2001. C'est très impressionnant. C'est impressionnant, là, un entraîneur qui dure autant longtemps que ça. Écoute, 2001, puis c'est 197 victoires au niveau universitaire canadien au football. Et puis on sait qu'au football, il n'y a pas beaucoup de parties. Ouais. Donc 197 victoires, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant. Il est 9 fois champion de la Coupe Vanier également. Et puis de 2003 à 2013, il a été, dans son équipe, l'Université Laval, a resté champion de la Coupe Dunsmore. Donc pendant une période de 10 ans. Nommez-moi une équipe qui reste pendant 10 ans championne, je vais attendre longtemps. Non, c'est extrêmement impressionnant. Et bon, évidemment, là, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on passe à l'analyse à Arnaud. Et cette semaine, tu nous as fait là, une petite analyse de la délégation qui prendra la direction de Paris dans Oui, les prochains mois. C'est ça, j'ai fouillé là, pour voir qui s'en allait à Paris et je me suis concentré sur des athlètes qu'on n'a pas encore vus aux Jeux olympiques. Et je suis tombé sur une petite perle, Ethan Katzberg, qui est pas le plus connu, on va pas se le cacher. C'est un athlète de 21 ans de la Colombie-Britannique qui performe dans le lancer du marteau. Et là, moi, j'étais très surpris parce qu'on sait que le Canada n'est pas nécessairement reconnu pour être des grands lanceurs de marteau, on va dire. Mais Ethan Katzberg, c'est le champion du monde en ce moment. En 2023, là, il a été couronné champion du monde à Budapest. Il a battu le record canadien. Il a détrôné le Polonais Paweł Fadżek, qui était champion du monde depuis 2013. Donc, on parlait de longévité tantôt. Lui, c'en est un exemple. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est un peu sorti de nulle part. Justement, il est très jeune. Il compétitionne dans une compétition qui est très, très peu présente au Canada. On sait que c'est surtout les Européens de l'Est qui performent bien dans ce genre de compétition-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un Canadien s'illustrer dans ce genre de domaine-là. Et là, bien, avec les Jeux qui arrivent, ces premiers Jeux, il y a un peu une cible dans le dos. Là. C'est un des favoris. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Puis, je ne sais pas si ça va être les meilleurs codes d'écoute, mais je peux vous dire que moi, je vais regarder la compétition du lancer de marteau. Ben Arnaud, encore une fois, tu m'as convaincu. Je vais écouter le lancer du marteau pour les Jeux olympiques de Paris. Mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Les gars, rapidement, avant qu'on se laisse, c'est quoi votre prédiction audacieuse cette semaine? Alors, ma prédiction audacieuse pour cette semaine, je vais y aller avec la date limite des transactions qui se passera le 8 mars dans la Ligue nationale. Trevor Zegras s'amènera avec les Canadiens de Montréal. Moi, l'Impact lance sa saison ce soir. Oui. Et je prédis que ça va bien aller et que l'équipe va finir dans le top 4 de son association et va se qualifier pour les séries. La F1 fait son grand retour la semaine prochaine et je prédis que Lando Norris va gagner le premier Grand Prix de la saison. Pour le moment, j'ai eu raison dans nos deux dernières émissions, donc on espère que la chance est de mon bord. Les garçons, merci encore d'avoir été avec moi. Ce fut un énorme plaisir. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine sur la Galerie de presse.